Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Et bienvenue dans cette 30e émission de VHS. Salut Mathieu. Visionnage hautement subjectif. Salut Fabien. Ça va ? Ça va. On est dans un cadre un petit peu particulier. Oui, Voilà. c'est le cadre. On est chez un ami, on remercie Sébastien de nous avoir prêté sa terrasse, puisqu'on est à combien ici ? On doit être à 1200 mètres d'altitude de Nantes. Hein. Oh, à peu près, oui. À peu près. Hein. On est plutôt bien. On peut monter jusqu'au 18e étage en plus. Voilà. C'est Grand Budapest Hotel, mais en mieux. En mieux. Voilà. Mathieu a sorti sa chemise d'été. Regardez. Ce n'est pas seulement l'été, c'est aussi une manière de dire adieu avec toutes ces onomatopées, Oh là là. rien que pour vous. Et oui, adieu. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière émission, effectivement, Mathieu le reprécise. Mais pour cette dernière émission de VHS, on a voulu faire un concept vraiment très différent d'habitude. Donc, ça sera vraiment une émission complètement différente, puisqu'elle sera un peu plus sérieuse, on va dire. Elle va être un peu plus nostalgique. Ah oui, nous n'allons pas pouvoir faire nos petites blagues Non, habituelles. pas de sketch. On va être plus sérieux aujourd'hui, mais elle va peut-être même être plus intimiste. Et c'est ça qu'on essaie de vous servir aujourd'hui, puisque les invités, aujourd'hui, c'est Mathieu et moi-même. Oh, Et ouais. quelle surprise. On va se poser étonnant. des questions qu'on s'est peut-être jamais posées avant. Oui. Voilà, quelle est la couleur de ton slip, par exemple ? On répond pas. Ça dépend. Ça dépend. Ah, c'est que t'en as plusieurs. J'ai plusieurs slips dans mon tiroir Ah. et je change chaque jour. C'est bien. C'est bien. Bon, mais avant de commencer avec nos questions, Mathieu, j'ai envie de te dire, j'ai envie de prendre la température un petit peu. Donc on est parti faire un Donc tu veux aller encore plus loin que mon slip. que toi. Oui, donc je vais faire ça. Je prends la température. Non, on a été faire un micro-trottoir. On a été faire un micro-trottoir. Le micro-trottoir. Et voilà. Et on s'était dit qu'on allait poser des questions aussi aux gens, en tout cas, savoir si eux, ils avaient des films, si les Nantais avaient des films méconnus à nous parler ou en tout cas à nous citer. Eh ben, T'es prêt de voir ça ? on lance ça. Et bien c'est parti. Magnéto. Magnéto. VHS, visionnage hautement subjectif. L'émission des films plus ou moins connus. Le film méconnu dont j'ai envie de vous parler, c'est Le Monde de Charlie. C'est un super film qui se passe dans un lycée aux États-Unis avec un ado schizophrène joué par Logan Lerman qui en gros en manque d'amitié tente désespérément de se faire des amis. Et au fur et à mesure de ses cours, il va rencontrer Ezra Miller qui joue un espèce de PD extraverti qui en balle de fête a une sœur jouée par Emma Watson. Et en gros, tout le film, on n'attend qu'une chose, c'est que le schizophrène et Emma Watson se pécho, quoi. C'est un bon film parce qu'il y a de la super musique avec notamment David Bowie, avec une scène du tunnel qui est juste magique, quoi. On peut pas dire qu'il est méconnu, mais j'ai envie de vous parler du film Boys in the Wood, sorti dans les années 90, c'est un film américain, avec quelques acteurs connus, dont un des rappeurs, Ice Cube. Un film tourné dans les années 80 qui explique un petit peu la vie des gens qui habitent dans des quartiers un peu sensibles aux États-Unis. On voit l'histoire au tout début du film des personnages jeunes, enfants, amis d'enfance. Et puis en fait on les voit quelques années plus tard, adultes, jeunes adultes on va dire, qui continuent leur vie entre crime et études. On voit les difficultés que ça importe de vivre dans des quartiers un peu sensibles. Un jeune étudiant assez intelligent, mais malgré qu'il vit dans un quartier sensible des États-Unis dans les années 90, a du mal à se faire accepter dans une fac un peu élevée avec à obtenir une bourse. Puis on voit la finalité du film qu'il veut s'enfuir en fait, il veut s'échapper de cette vie difficile. C'est un film de 1984, La Déchirure, que j'ai vu donc à sa sortie plusieurs fois. Il m'a beaucoup touchée. Ça parlait notamment du problème des Khmers rouges. Donc c'est poignant parce que c'est forcément la survie de ces ressortissants-là dans une époque très troublée.
Et puis une bande son donc, que j'ai trouvée très très belle, dont la musique résonne toujours dans ma tête du reste. C'est Voilà. La Belle Verte de Colin Serrault. J'ai particulièrement aimé ce film parce que j'ai trouvé un côté, on va dire, un peu fantastique, mais quand même assez sérieux qui, on va dire, révèle des vraies questions. Ça m'a beaucoup touché. Des choses dont on se rend plus compte en fait parce qu'on est dans la vie de tous les jours, on est sous cette pression, cette vie active et en fait de voir l'histoire de cet extraterrestre qui arrive sur Terre à forme humaine et qui est complètement incomprise des gens. Ça m'a fait poser des questions sur moi, sur moi-même, sur ma façon de penser. Et le film s'intitule Mon oncle d'Amérique, qui revient sur les travaux d'un scientifique très important français, Henri Laborie, qui a été un peu oublié aussi, qui était un médecin de la marine et qui a été l'inventeur de ce qu'on appelle la chlorpromazine, c'est-à-dire le premier anxiolytique français qui a été utilisé. Et c'est à partir de ces travaux qu'Alain Resnais a construit son film. Un des acteurs, c'est Depardieu. Enfin, un très grand film, très bien construit. Et qui revient, en tout cas qui nous donnerait des ressources pour penser les situations d'aujourd'hui et faire mieux dans le domaine politique, dans le domaine urbanistique, dans le domaine de la culture, dans le domaine des relations aux autres. Alors c'est God Bless America. À la base, c'est un mec qui a un peu tout raté dans sa vie. Il est séparé de sa femme, il voit plus jamais sa fille le déteste. Et du coup, le gars mate la télé et il pète un câble. Il fait une sorte d'alliance avec une petite fille. Et ils décident tous les deux de buter des gens pas très cool. Et du coup, ce film, c'est une grosse critique de la société américaine qui montre un peu à la idiocratie, en fait, ce que devient la société, très consumériste, avec des gens qui passent leur temps sur des écrans, qui du coup deviennent complètement aveugles sur la société qui les entoure. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié ce film. En 2001, j'ai vu un film qui s'appelle Intacto de Juan Carlos Fresnadillo, qui parle de la chance et qui voit des hommes s'affronter pour avoir le titre d'homme le plus chanceux du monde. Le thème est assez particulier et on a un Max von Sydow à la fin qui est magnifique. Ce film vaut vraiment le coup d'œil pour moi. Il est vraiment étrange au départ et en même temps passionnant au fur et à mesure du développement. Alors moi j'aimerais bien parler de Synecdoche New York de Charlie Kaufman, qui est un film en fait où un mec recrée toute la ville de New York dans un hangar et c'est lui en fait le directeur d'une pièce de théâtre où en fait il redirige les acteurs pour recréer sa vie dans cet hangar. Et c'est vraiment psyché parfois et les musiques sont folles et en fait la fin, il y a vraiment un fond très, très fort et je ne vais pas dire ce que c'est du coup mais c'est super beau en fait. Méconnu, je ne sais pas, mais j'ai parlé de Bouba Hotep. Donc un film avec l'excellentissime Bruce Campbell, d'une momie tueuse, donc c'est un film d'épouvante horreur, qui va décimer une maison de retraite, des gens dans une maison de retraite, donc des personnes âgées. Et donc dans cette maison de retraite, il y a Elvis Presley, qui arrive donc à l'âge de la retraite, plus un de ses camarades qui affirme être John Fitzgerald Kennedy. Et qui est noir. Donc c'est déjà un petit peu perché. Il y a une espèce de nostalgie qui se met en place, d'émotion, et à la fin on est vraiment, on est sensible aux personnages, on s'est vraiment attaché à eux, et il y a une vraie émotion à la fin, et ça devient plus un film sur finalement les conditions de retraite, les conditions de vie des personnes dans les maisons de retraite, plus qu'un film d'horreur au final. Bon ben voilà Mathieu, quoi de mieux que de découvrir de nouveaux films, qu'il y en a certains que j'ai pas vus en plus, donc on va regarder ça. Le cinéma est infini, il y a toujours des choses à découvrir. Effectivement. Et puis un siècle un tiers que ça existe, quand même. Mathieu, oui, l'heure est grave. Ah, ou voire même aiguë. Oh mon Dieu! Pourquoi? Puisque ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on se connaît. C'est ça, vieillis-nous en plus. Ben voilà, ça fait 10 ans, donc tu avais 10 ans de moins, et puis moi aussi.
Oui, effectivement. On s'est préparé des questions, donc on les connaît un petit peu parce qu'on a essayé de se les échanger pour ne pas être trop surpris. Voilà. Mais en tout cas, on va se poser des questions un peu différentes aujourd'hui et on va commencer par toi. Tu m'as proposé quelques questions et je t'écoute, je vais très vite d'y répondre. D'accord. Alors, parmi les 6 questions que je te propose, Ouais, Fabien. Attention, question pour un champion. c'est parti. Top. Quel est le premier film dont tu te souviennes? Alors, pour un film que j'ai pas forcément vu au cinéma, mais que je me souvienne, Oui. dans ma tête, c'est compliqué. Ça peut être en VHS, ça peut être même un petit film qu'on t'a projeté quand tu C'est étais compliqué tout parce gamin. que moi, le film qui m'a le plus marqué, on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est Jurassic Park parce que là, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je me rappelle la façon, la condition dont je l'avais vu. Mais le premier que j'ai pu découvrir, c'est compliqué. Je pense que ça doit être un dessin animé. Lequel, ça reste un mystère. Je pense que j'ai une période de ma vie jusqu'à 7-8 ans où j'ai effacé tout ce que j'avais vu dans ma tête. Mais c'est pas bien. Alors, Fritz the Cat. je sais qu'on est dans les VHS et qu'on peut les magnétiser pour les effacer, mais non, il ne faut pas. Il faut garder la mémoire du cinéma. Je vais peut-être pas me tromper, mais je pense que c'était même plutôt du téléfilm. Les premières choses que j'ai dû voir, puisque j'ai commencé à regarder la télé assez jeune, et voilà. Donc voilà, mais je dirais Jurassic Park parce que c'est celui qui m'a vraiment marqué et celui que je me rappelle vraiment être gosse et l'avoir découvert. Mais on va partir sur ça. Oui, les ravages que fait la télévision sur nos enfants. On a plus de cerveau. Voilà. Donc, contrairement à ce que disait De Caunes, la télévision n'est pas le truc le plus important du monde. Mais puisque l'on parle maintenant de nostalgie, justement, alors, on a fait la question du jeune con, quel est le premier film dont tu te souviens. La question maintenant du vieux con. Ah. Le cinéma, Oui. c'était mieux avant? Oui, non. Ça a bien évolué. Normand. Non, oui, non. Pour le cinéma, c'était mieux avant, dans le sens où les anciennes techniques du cinéma, en tout cas la façon de faire le cinéma, j'ai envie de dire, m'intéressait plus avant et je trouvais qu'elle avait plus du charme avant. Aujourd'hui, voir un film qui sort en salle, on va dire la plupart du temps vont être retouchés complètement en numérique, vont être complètement créés en numérique, au-delà des films d'animation, mais en tout cas les vraies fictions, on va dire. Moi, j'aimais tout ce côté. Moi, j'ai été bercé forcément dans les années 80-90, donc tous les films faits, on va dire, à la main, avec animatronique, avec marionnettes, avec effet plateau, plus qu'effet, on va dire, de montage, ou en tout cas, effet virtuel. Donc le plaisir en fait de l'artisanat plutôt Le que plaisir de- l'industrialisation. Voilà, effectivement. Donc c'était mieux avant pour ça, pour moi. Par contre, les nouvelles technologies ont amené beaucoup de nouvelles choses. Le passage à l'ère numérique a, on va dire, un petit peu lissé les images et ça amène des nouvelles vagues de films, de réalisateurs même. On peut aller beaucoup plus loin en termes de technique. C'est vrai que ça enlève pas mal ça décharge pas mal de travail aussi en amont, puisque les conditions de tournage à l'époque étaient beaucoup plus lourdes, beaucoup plus imposantes, au-delà des caméras qui étaient déjà plus grandes. On est passé de la pellicule au numérique, etc. Donc c'était différent avant. Je préfère toujours un petit peu le côté d'avant, parce que moi j'aime bien le côté réaliste, toucher les gens, voir les choses, voir les vrais décors. Mais en tout cas, ça a amené de nouvelles façons de faire du cinéma. Après, on en reverra peut-être un peu plus tard dans d'autres questions, mais voilà, c'était différent avant. Je préfère un petit peu comment il se faisait avant, mais ça ouvre de nouvelles portes et on ne va pas cracher dessus non plus. Bon, donc si je peux résumer en un point, c'est que ce n'est pas la technique qui compte, c'est comment s'en servir. C'est ça. Voilà, et effectivement, Jurassic Park n'a toujours pas vieilli, alors que Jurassic World vieillira beaucoup plus vite, malheureusement. Donc, alors maintenant, une question un peu plus politique, parce que VHS est aussi de l'émission politique. Que penses-tu de l'évolution des politiques publiques sur le cinéma et la création audiovisuelle? En France, si possible, alors, mais dans le monde. Voilà. Australie. Non, c'est pas l'Australie. C'est pour la pub. Référence à la pub. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous, en France, nous avons un truc assez unique dans le cinéma. Nous avons donc l'avance sur recette et le fait qu'on récupère de l'argent par taxe sur tous les films pour financer notre cinéma national. Ce que ne font pas les autres pays. Comme les États-Unis, par exemple. Comme les États-Unis. Mais les États-Unis, eux, ont une puissance financière qui leur permet de faire un peu tout et n'importe quoi. La Chine, elle, et l'Inde ont leurs milliards d'habitants qui en font un véritable vivier, puisqu'ils ont un marché très très dynamique. En Europe, quasiment, il faut avoir des coproductions avec la France pour avoir vraiment beaucoup de sous. Mais sinon, c'est toujours un petit cinéma, entre guillemets, qui doit donc se faire avec des moyens modestes. Et là, on compte sur la qualité individuelle des équipes. Mais donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution de la politique publique
française, justement le CNC, pour le cinéma et la création audiovisuelle, parce que le CNC maintenant c'est ouvert avec YouTube. Il s'est ouvert effectivement. Bon, après, je suis pas très calé dans le milieu, mais le peu que j'ai entendu parler, le peu que moi je constate, c'est qu'effectivement, en fait, on est arrivé, je pense, dans les années 2010 à un palier où la télé a commencé à être beaucoup plus délaissée. En tout cas, le vecteur télévisuel, donc le téléfilm a pris aussi pas mal de coups, et on arrive avec cette nouvelle vague de séries, voilà, qui a été amenée par des plateformes américaines comme Netflix par exemple, où le cinéma va un peu se mélanger avec la série. On va pouvoir même voir des fois certains films au cinéma qui vont faire penser à de la série. Moi, Marvel, pour moi, ça devient de la série au cinéma, mais de la série quand même. Donc du coup, il y a un tout qui s'est mélangé, et pareil, effectivement, le CNC s'est ouvert, on va dire, aux vidéastes de YouTube. Donc voilà, des bons comme des moins bons. Effectivement, je trouve que c'est une bonne chose puisque ça amène une nouvelle fraîcheur. On parlait hier du Palmacho qui a fait son film et qui est plutôt bien réussi, et c'était cool de voir ça. Après, on est toujours dans un système d'argent où pour pouvoir avoir de l'aide de CNC, si je ne me trompe pas, il faut avoir tant d'abonnés, par exemple. Donc c'est toujours en comptant. Je pense qu'il y a des artistes un peu partout, il y a des gens qui ont des idées un peu partout. C'est difficile d'avoir à l'aveuglette de dire tiens, je vais faire confiance sur un film, mais c'est toujours trop. Le cahier des charges est trop restreint encore. Je trouve qu'il y a plein de personnes qui mériteraient peut-être de faire voir leur façon de voir le cinéma différemment que parce que tu as 100 000 abonnés et que lui il en a 90 000 et peut-être qu'il a une meilleure idée que l'autre. Je pense que ce serait encore peut-être un peu mieux de valider seulement sur dossier ou en tout cas sur scénario. Parce qu'en France, le métier de scénario n'est pas reconnu malheureusement, donc forcément c'est difficile à ce niveau-là. Donc je te dirais qu'il évolue dans un sens qui est bien parce que c'est une nouvelle façon aussi de faire et je pense que c'est important de le faire évoluer. Mais que c'est difficile quand même de tourner en France. Effectivement, tu disais, il faut toujours se coproduire, beaucoup avec la Belgique par exemple. Il y a beaucoup de films qui sont tournés en Belgique et qui en fait sont situés dans le contexte de l'histoire en France, par exemple, ou dans d'autres pays occidentaux. Mais voilà, donc c'est bien, un peu trop récent à mon goût, c'est à attendre de voir du recul. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur l'évolution du CNC et comment il évolue en France aujourd'hui. Voilà. Et l'avantage, et ça je vais le redire, c'est que par rapport aux Américains, le réalisateur a le montage final et ça c'est important. Parce qu'aux États-Unis, il ne faut pas oublier que si les films souvent sont mauvais, c'est parce que les producteurs ont la main mise et que c'est eux qui décident du montage final et ce qui peut aller à l'encontre d'une vision artistique pour plein de films et autant blockbuster que film d'auteur. De toute façon, ça se ressent. Eh ben, écoute Fabien, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que une autre question c'est quel critique ou artiste YouTube est-ce que tu suis? Mais j'en suis un qui s'appelle Mathieu Hague. Ah, c'est le seul que je suis. Un seul? Un seul. Non mais attends, il ne produit pas assez, non? Non, il commence à plus trop produire, je suis un peu déçu. Voilà. Donc non. S'il est dans une émission qui s'appelle VHS, et voilà, je préfère qu'il... Non, je rigole. Alors là, je crois que là, tu es en train de t'auto-congratuler un petit peu. Je rigole. À travers moi. Je rigole. Non, j'en suis quelques-uns, effectivement. J'en suis plein. Après, je ne suis pas là pour faire de la pub à l'un à l'autre parce qu'ils ont tous des visions différentes. Je suis notamment le Fossoyeur de film, qui est pour moi le plus technique et le plus pointilleux sur le domaine. Et franchement, malheureusement, il a terminé sa série. Il a terminé sa série, mais il va revenir avec d'autres concepts, je pense, d'autres formats. Donc moi, je le fais beaucoup, j'aime beaucoup. Après, j'ai eu ma période In the Panda, j'ai eu ma période Durandal, toujours. En fait, je les regarde toujours un petit peu. In the Panda, je ne suis pas toujours très d'accord avec ses avis, avec sa façon de voir le cinéma. Il a quand même une vision intéressante, effectivement. Durandal, alors malheureusement, j'ai envie de dire, il n'a pas de chance parce que c'est le plus détesté sur la toile en termes de cinéma. Moi, je ne suis pas du côté de ceux qui les détestent. Il a un avis, il a des idées qui sont très rarement, effectivement, les miennes. Mais je trouve qu'il est très intéressant sur les formats de rétrospective ou de pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Il se documente beaucoup et même si des fois, il peut peut-être pas être dans la vérité, il a un avis qu'il défend et il le défend avec de très bons arguments, je trouve, en général. Voilà, qu'est-ce que je regarde d'autre? Il y a le Gardien du cinéma qui est un plutôt nouveau sur la toile mais qui a une vision aussi intéressante du cinéma et qui se rapproche pas mal de la mienne. Il y en a plein en fait, j'en suis plein. Pas trop américaine encore, parce que je suis pas assez bilingue pour tout comprendre je pense, mais voilà, et puis après je regarde un petit peu de tout et je regarde des critiques autant écrites que vidéo, donc voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, dans ce cas, on va passer sur deux questions, les deux dernières questions. La première. Quel film conseillerais-tu pour tes neveux et nièces? Parce que tous les deux on est tontons, donc on est tontons. Voilà. Déjà j'ai commencé, en tout cas les plus grands, même j'ai envie de dire, j'ai déjà commencé à faire leur filmographie. Ah, voilà, c'est bien. Et même des fois elle me dit je suis content d'avoir découvert ce film avec toi à l'époque, notamment les Jurassic Park ou d'autres films. Qu'est-ce que je leur montrerai? Alors même en général, j'ai même envie de dire quand j'aurai peut-être des enfants un jour, je pense que c'est important de leur montrer ce qui peut être pour nous nos classiques.
Voilà, donc il y a des classiques au cinéma, mais nos classiques, ils peuvent être totalement différents. Et comme moi j'aime bien le côté éclectique, je pense que je leur montrerai un petit peu, entre guillemets, mon classique de chaque genre. Je n'ai pas de film précis, parce qu'il y en a beaucoup, mais pour moi, ce qui sont les meilleurs films d'horreur, donc peut-être les films d'horreur des années 80, les bons films d'action et d'aventure des années 90 peut-être, et puis 2000-2010, la nouvelle ère numérique, est-ce qui a amené aussi de bons films Il y en a plein. Mais et peut-être aussi de leur proposer des ressorties de vieux films qui sont remasterisés avec certaines bonnes qualités aussi, notamment chez ESC Distribution qui fait des beaux coffrets de films et qui ressort des films dans des remasterisations assez bonnes. Donc du coup, je pense que leur montrer effectivement mes classiques par genre un petit peu pour leur faire découvrir et puis des coups de cœur en général. Donc voilà, donc j'ai pas de film précis, donc il faudra qu'ils viennent me demander. Tiens, tu me montres un film d'horreur ce soir? Non, t'es trop jeune. Quand même, mais voilà, une comédie romantique qui pour moi m'avait touché, par exemple. Là, c'est une et bonne tous les approche, Pixar, je pense. tous les Pixar. Oui. Je crois qu'on peut couper la télé, montrer que les Pixar aux enfants, et je pense que déjà ils peuvent partir avec un bon bagage d'émotions et de sentiments. C'est une excellente initiative, je pense. Alors dans ce cas, maintenant, une question un petit peu proche, mais pas tout à fait pareille. Ok, donc je me rapproche. Oh là là, oui. Un peu plus proche. Oui, on se rapproche. Donc, quel film français tu utiliserais dans des missions diplomatiques? Oh non, encore une unité politique. Ah si. Tu peux me la traduire un peu mieux cette question? Si tu vas à l'étranger et qu'on te demande, montrez-nous un film français, quel film français tu leur proposerais? Pour leur représenter la ce qu'est notre France voilà. Un peu politisée, tu veux dire? Pas politisée, mais simplement pour montrer, voilà, c'est la France et que tu serais content de leur montrer. Et que tu espères qu'ils seraient contents de voir. Je pense que je serais un petit peu vicieux dans le sens où soit je leur proposerais un film de Delépine et Carverne, soit même, on en parlait aussi, un film de Dupieux. Alors j'hésite entre les deux. Ça sera un film vraiment d'auteur français et pour moi c'est trois réalisateurs qui sont pour moi assez intéressants aujourd'hui. Peut-être un Dupieux, je pense que je leur proposerai Au Poste. D'accord. Allez, on en a parlé aussi hier, mais Au Poste ou après Le Dain il est un peu plus particulier, mais non, mais un Dupieux ou un Carverne et Lépine, je sais pas lequel, mais pour moi ça reflète bien l'essence même de la nouvelle vague de France aujourd'hui, je trouve. La nouvelle vague. La nouvelle vague, bien sûr. New Wave. D'accord. Ouais. Ok. Satisfait des réponses? Ah mais moi je suis juste satisfait parce que c'est ta réponse. Eh bien c'est parfait. Maintenant j'attends de voir tes réponses, Mathieu. Donc voilà, on va passer la caméra ici et on va la mettre là. Bon Mathieu, c'est à toi de passer au crime. Ah oui, il le faut. Attention, je t'ai choisi des questions je te fais confiance. Personne ne t'a jamais posé. Et surtout, si, t'en fais pas. Il y en a plusieurs, j'ai déjà eu. Bon, moi ce qui m'intéresse de savoir, parce qu'effectivement on connaît pas tout de nous, mais qu'est-ce qu'est même si je le sais un petit peu, mais le cinéma qui toi te parle vraiment? Alors ça, c'est une question à la fois super vague et super vaste. Parce que le cinéma qui me parle vraiment, je serais d'avis de dire du cinéma honnête. C'est-à-dire, à partir du moment où on fait un film, parce qu'on a envie de le faire, et surtout parce qu'on fait un film où on veut dire quelque chose, même si c'est une histoire à la con du genre être gentil c'est bien, être méchant c'est pas sympathique, ça me dérange pas. Du moment que genre, on s'y tient et qu'on ne fait pas un film malhonnête. Ensuite, le petit souci avec cette définition-là, c'est qu'il y a des messages qui sont proposés avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et donc, quand je le vois, quand c'est dit sincèrement, disons, je peux rentrer, par exemple, on va parler de Lépine et Carverne, je ne suis pas d'accord avec eux sur certains trucs, mais je n'arrive pas à les contrer autrement que justement en faisant de grands discours théoriques un peu à la con. Tu acceptes leur vision en fait. Voilà, je ne peux pas dire qu'ils font quelque chose de faux. Même quand je ne suis pas d'accord, au moins je respecte ce qu'ils pensent. Donc, ouais, je pense qu'en France, ce serait Delépine et Carverne, encore une fois, qui seraient les représentants du cinéma honnête, du cinéma sincère, de l'amour du cinéma. Et donc, à partir de là, je ne peux pas être contre et j'apprécie. Ensuite, quand il s'agit d'un divertissement honnête, où on se laisse aller, on s'est bien reposé, ça aussi j'aime bien. Il faut parfois se reposer de ne rien faire. Très bien. On va essayer de tirer un peu l'arme à l'œil, mais le film qui t'a le plus touché émotionnellement?
Alors, moi je suis parfois très fleur bleue. Titanic, ça me fait pleurer. Amour, ça me fait pleurer parce que c'est un tire-larme. La rafle de Rosalind Bosch, c'est un tire-larme aussi, donc c'est fait pour pleurer et j'ai pleuré. Mais le film qui a la séquence qui m'a fait le plus pleurer, enfin, fait pleurer pendant une semaine, c'est Toy Story 3, avec la scène de l'incinérateur, Ah ouais. la scène de fin, parce que c'est une scène, là, j'en parle, ça y est, j'ai des frissons, Oh là là. parce que dans cette scène-là, c'est une scène muette, ou presque, il y a quelques, c'est vrai. quelques mots au départ, mais ensuite c'est qu'une scène muette où les personnages se regardent. Et l'intensité de ces regards, ça revient, l'intensité de ces regards, l'importance qui est donnée à ces personnages, de ce cadre, en plus, un truc moi qui me travaille au niveau du cinéma, au niveau de toute histoire, depuis le Temple maudit, c'est le fait qu'ils vont inéluctablement vers leur fin. C'est quelque chose qui approche, ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est le destin justement, c'est le destin qui est en route. Il y a tout cet ensemble-là, et c'est fait de manière tellement forte, tellement belle, tellement extrême. Ça m'a fait pleurer pendant une semaine, tellement c'était parfait. Donc voilà, ensuite évidemment, il y a les scènes par la suite qui elles aussi sont magnifiques. Donc oui, sans aucun doute, Toy Story 3, ça m'a connais donc remué. ton point Il faible me maintenant. faut ça. Très bien. C'est ça ce qui est beau. C'est magnifique. Demain, Oui. tu vas montrer un seul film qui représente pour toi notre monde et tu vas montrer ça à des extraterrestres. Et lequel tu leur ferais voir? Alors là, la question est complexe. Ça fait un peu penser, tu vois, dans des mangas sur la cuisine, quel est le plat qu'il faut utiliser pour faire plaisir. Alors, en plus, c'est des extraterrestres. Donc eux, je pense qu'ils veulent voir des documentaires. Donc pourquoi pas un film X pour savoir comment c'est faire un humain. Non, je déconne. Mais ça peut être une fiction, mais qui Oui. représente d'après toi assez neutrement bien le monde qu'on Alors, moi, ce que j'ai entendu dire, ce serait que au hasard Balthazar, que je n'ai pas encore vu, qu'il faut que je vois, ce film de Robert Bresson, serait le film somme sur l'humanité. Moi, je dirais, alors, en film récent, vraiment très récent, il y aurait Cheval de guerre de Steven Spielberg, parce que le fait de montrer des événements humains à la fois minimes ou grandioses, toujours tragiques, à travers le regard d'un animal, c'est un tour de force. Et justement, la condition d'animal fait que les humains, face à cet animal, se montrent vraiment tels qu'ils sont. C'est-à-dire, soit ils arrêtent de se battre pour essayer de l'aider, soit ils sont salauds, ça arrive aussi, ils sont indifférents. Mais là-dessus, ce serait encore un film américain, il faut bien le dire, ce serait, comment ça s'appelle, Forrest Gump. Pour moi, c'est un des films qui m'a aussi beaucoup touché quand j'étais jeune, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu. Mais encore aujourd'hui, il me touche beaucoup. Et comme c'est un film qui essaie de faire toute une portion d'histoire, justement, il y a beaucoup de phases et beaucoup de personnages dans lesquels on peut voir énormément d'éléments. Donc, ouais, Forrest Gump, je pense que ce serait le film à montrer. Parce que c'est un film très universel et très juste, très agréable. Okay. Et il faudrait un film good movie de toute façon, je pense. Parce que sinon, il faudrait. Si on montre un film triste, ça serait pas une bonne carte de visite. Parce qu'un film qui inspire des sentiments positifs, c'est ça ce qu'il faudrait. Donc voilà, Forrest Gump. Très bien. S'il faut trancher. Un film que toi, tu aurais voulu réaliser. Quand tu l'as vu, tu fais « Ah, j'aurais tellement aimé faire ce film. » Mais ça, j'en ai des tas de films que j'aurais voulu réaliser. Réfléchis, vas-y, mais... celui qui t'a le plus marqué ou celui lequel tu as pensé en premier. Bon, moi je dirais Willow, simplement parce que c'est mon film somme à moi. Déjà parce que c'est un des premiers films donc, qui m'a marqué, c'est un des premiers films que j'ai vu. Mais en même temps, encore aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu de bouteille, entre guillemets, vraiment, très mineur pour l'instant actuellement, mais j'ai repéré quelques fautes dans le film que je voudrais corriger. Mais sinon, je crois que c'est un film qui se tient le plus au niveau de l'image, du jeu d'acteur, de l'histoire, de la musique, même du montage. Il y a tout là-dedans
qui fait un ensemble. Et cet ensemble est vivant. Et surtout, encore aujourd'hui, ce genre de film, même il y a des effets qui ont vieilli, d'accord, mais on s'en fout parce que tout fonctionne et que c'est pas un film pour montrer des effets, c'est fait pour montrer des personnages. Et que ces personnages-là ont tous une petite touche. C'est rare de voir un film aussi bien traitant ces personnages. Donc, allez, il faut trancher, donc Willow. Très bien. Mais sinon, il y aura tellement de films que j'aurais voulu faire. D'après toi, ça revient peut-être un petit peu à une question qu'on a abordée tout à l'heure, est-ce que c'était plus dur de faire du cinéma avant qu'aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'en fait, paradoxalement, alors qu'on a plus d'outils à disposition pour faire du cinéma, c'est devenu plus dur. Aujourd'hui alors? Je pense. Parce qu'en fait, il y a déjà le fait que les spectateurs sont beaucoup plus habitués à beaucoup de codes, donc ils ont une certaine exigence, même si malheureusement, certains films bouillis, on va dire ça comme ça, sont plébiscités par les cinéphiles, enfin, les cinéphiles, par le public cinématographique plutôt. Ça arrive, mais ces films bouillis, si j'ose dire, ont besoin d'être faits dans une industrie qui, elle, est de plus en plus fermée, parce que justement, il y a de plus en plus d'appelés et très peu d'élus. Et les films faits justement avec peu de moyens, donc par des gens passionnés ou par des gens qui voudraient faire du film, simplement, mais qui n'ont pas le talent encore, ou ne peuvent pas en avoir le talent, comme Tommy Wiseau par exemple, pour prendre The Room comme exemple. Ce genre de cinéma-là, c'est facile à faire, mais ensuite c'est pas bon, ça ne va pas rester. Tandis que justement, un truc qui est étonnant, c'est que les films, par exemple de Chaplin comme ça, il y avait très peu de personnes dessus en réalité, et ça reste bon. Parce que déjà c'était de grands talents, c'était très travaillé dès le départ, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de films anciens qui sont encore aujourd'hui pour nous des classiques, pas simplement parce que c'était des grandes productions, mais au contraire des films faits, tu as 5 personnes dans l'équipe de tournage, et ensuite tu as une dizaine d'acteurs, et ça peut faire un bon film. Techniquement, 12 hommes en colère de Sidney Lumet, tu as 12-13 personnes pour faire les acteurs, tu as un décor, tu dois avoir 3 techniciens en tout, et ça marche, et c'est bon, mais parce que là je pense que c'est aussi une question d'éducation. Les personnes qui travaillaient dans le cinéma avant avaient un bagage culturel et éducatif qui était de bien meilleur niveau qu'aujourd'hui. Donc c'est un petit peu comme avec la musique. Aujourd'hui, tu as des gens qui font de la musique qui ont été élevés avec justement par la musique déjà faite, par exemple des Beatles, comme ça, alors que les Beatles, eux, ils ont été élevés avec justement la rigueur de la musique classique, c'est-à-dire on leur a enseigné le solfège, mais vraiment travail, et c'est à partir de là qu'ils ont changé les codes. Or là, ils ont créé quelque chose, mais à partir justement d'une base qui avait pris un millénaire à faire. Alors que justement aujourd'hui, les gens ont pour une base, un truc qui a 60 ans maximum. Voilà. Ça lie à ma dernière question, c'est depuis quelques années, on peut se rendre compte que le cinéma, en fait, il se perd dans des remakes, dans des préquels, dans des suites à de grandes œuvres connues. Est-ce que pour toi, c'est parce qu'il manque d'inspiration et d'originalité? Alors là, je m'inscrirai en faux parce que je ne pense pas. Alors, le fait de faire une suite, un élément, ou faire un remake ou tout ça, c'est pas ça qui est déterminant pour que ce soit de la qualité ou pas. C'est vraiment comment on le fait. Si tu fais un remake qui ne sert à rien, qui n'est pas bon, effectivement, c'est le fait que le film soit pas bon qui compte. Par contre, un remake bien fait, par exemple La Mouche de Cronenberg, par rapport à La Mouche Noire, pour moi, il n'y a pas photo. La Mouche Noire a quelques qualités, mais il est écrasé par son remake. Même The Thing de Carpenter. The Thing, alors là par contre je serais un peu plus nuancé parce que je trouve beaucoup plus de qualité à la chose de l'Ancien Monde. C'est vrai. Mais c'est parce que aussi j'apprécie beaucoup
le travail de Howard Hawks en général. Tu trouves pas qu'il y a beaucoup trop de remakes là-dessus qui sont faits un petit peu plus pour surfer sur le Alors, fait qu'ils sont sûrs d'avoir peut-être des gens en salle? Oui, ça, bien sûr, mais là c'est plus une question dans ce cas du fait que l'industrie du cinéma, c'est plus de l'industrie du cinéma. C'est plutôt ça le souci. Mais je veux dire, on aurait une dynamique en termes de quantité de production égale, mais avec un souci artistique supérieur. Dans ce cas, on pourrait avoir, ce serait toujours des suites, des remakes, tout ça, mais ce serait pas grave parce que ce serait justement des visions, des réflexions qui sont faites sur le médium cinéma ou sur la narratologie. Parce que moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est les tropes. TV Tropes, c'est un site que je conseillais assez souvent dans l'émission. C'est la réflexion sur justement les lieux communs, sur la façon de faire de la narration et de faire des situations, de faire des personnages. Tu as des films comme ça qui sont méta, puisque justement, c'est ce que font par exemple les créateurs de South Park, avec Team America, World Police, ce genre de trucs. Ils prennent des situations qui sont hyper clichés, mais ils acceptent que ce soit du cliché, et donc ils retournent ça. Donc pour moi, à ce niveau-là, c'est infini. La narration, je veux dire, toutes les histoires ont été racontées, etc. Et tu as eu en même temps des histoires qu'on appelle séminales, donc c'est-à-dire des histoires qui ont servi de base à tout le reste. Par exemple, l'Iliade et l'Odyssée, là-dedans, tu as toutes les histoires occidentales en quelque sorte. Pour autant, est-ce que l'Iliade et l'Odyssée, ce sont de mauvaises histoires, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont été portés au nu que ça devient de bonnes histoires? Est-ce qu'à la base, ce n'est pas des mauvaises histoires, mais simplement qui ont eu de la bonne publicité? Cette question-là, on peut se poser. Plus clairement, si toutes les histoires disparaissaient d'un seul coup et qu'on devait se remettre à faire des histoires à partir simplement de la vie quotidienne des gens, puisque c'est là que ça vient avant tout, les histoires. Dans ce cas, est-ce que ça poserait un problème? Alors pour moi, non. On peut très bien supprimer tous les chefs-d'œuvre, mais on en fera de nouveaux. Entre guillemets, c'est pas grave. Il y aura toujours du nouveau. Donc, non, il n'y a pas de perte. On est juste même pas dans un creux de vague, je pense. On est dans une période. Avant, il y avait autre chose, et demain, il y aura autre chose. Très bien. Voilà, merci Mathieu. Je fais mon philosophe de balle. Très intéressant. Et on va regarder la caméra centrale puisqu'on est toujours avec vous. Maintenant Mathieu, j'ai envie de dire, comme on est des grands collectionneurs, oui. Comme autant toi que moi, je te propose de faire une petite excursion dans notre chez nous pour nous parler un petit peu de nos vidéothèques respectives. Nous allons donc changer de décor. On va aller chez toi et on va aller chez moi, mais vraiment. Oui. T'es prêt? Allons-y. T'as enlevé tous tes caleçons? Tu les as mis dans le tiroir? Oui. Bon, c'est bon. Je n'ai pas de caleçon. Donc tout va bien. Et vous connaîtrez la couleur. Voilà. Donc est-ce que ça te dit qu'on allait faire ça? Bah oui. Et ben c'est parti. Attention, 1, 2, 3. En mai, fais-tu qu'il te plaît, de Christian Carillon, qui est un réalisateur qui est plutôt connu pour le film Joyeux Noël, avec Danny Boone notamment. Et il est bien, pourquoi? Parce qu'il raconte l'exode pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il est vraiment génial. Et surtout, la BO est signée Ennio Morricone. Nous devons nous rendre à Dieppe. Nous allons provisoirement abandonner nos champs et nos maisons. J'ai commis une grave erreur. Jamais j'aurais dû vous emmener sur les routes et vous faire vivre tout ça. Et quand il bosse avec un Français, c'est plutôt rare. Là, il y a des très beaux thèmes dans le film. Ils sont vraiment géniaux. Pour moi, c'est une perle du cinéma moderne. C'est Premier Contact en français, c'est Arrival en anglais. Et un film de science-fiction qui, pour moi, mérite son coup d'œil et qui est pour moi un des meilleurs films de science-fiction moderne de ces 10 dernières années.
c'est plutôt connu, c'est du Denis Villeneuve, mais voilà, qui va réaliser Dune en ce moment, qui réalise Dune en ce moment et qui risque de sortir. Et qui mérite son coup d'œil, j'imagine aussi. Captain Fantastic. Ça, ceux qui l'ont pas vu, c'est génial. Surtout, je trouve que ça a pas mal d'écho avec nos modes de vie aujourd'hui, puisque le film raconte une famille qui est en autarcie totalement, mais qui va être obligée de revenir dans notre civilisation. Cette fois-ci, c'est votre baptême du feu. Mettez votre entraînement à profit. Ils ont des hot dogs. C'est quoi, du cola? Du poison en bouteille. Eh bien, en tout cas, je suis très heureuse que notre famille soit réunie. C'est que du bio et du local. Les poulets, tu les as tués avec quoi? Une hache ou un couteau? Je suis allée à la boucherie et j'ai acheté les poulets sur une... Ils étaient déjà morts. Et le film, il n'est pas moralisateur parce qu'en fait, il va peser le pour du contre des deux façons de vivre. Et le film est hyper touchant. Et Viggo Mortensen, j'adore cet acteur. Vous vous rappelez, j'ai parlé du deuxième dans un des VHS, le premier. Roger Corman, Mathieu, tu kiffes Roger Corman. Greetings, Green Brother. Gros nanar, mais que je kiffe revoir. Mais il faudrait que je chope le deuxième, tiens, parce qu'on en avait parlé. J'aime bien voir le deuxième qui, pour moi, est un peu plus sympa à regarder. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Ça ressemble un peu à une pâle copie des Gremlins. C'est beaucoup moins connu, c'est un peu plus de la série B, effectivement. Et je crois que c'est dans le troisième, c'est 4 films. Oui, dans le 3, il y a un des premiers rôles de DiCaprio. But they return. And they're getting bigger. After the second encounter, you thought the fuzzy devils were dead. But you were wrong. Hey, don't go down there, kid. There's all kinds of wild animals and shit. C'est du Gremlins mélangé avec des extraterrestres qui débarquent sur la Terre et qui sont que là pour manger, comme d'habitude, j'ai envie de dire. J'avais beaucoup aimé ce film. Il est plus ou moins connu, c'est Les Cowboys de Thomas Bildeguin, avec un François Damas à contre-emploi qui est génial. En fait, on suit un papa qui va essayer de retrouver sa fille qui s'est fait du coup, qui est partie se faire radicaliser. Tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed sûrement, faut pas vous inquiéter. C'est qui ça? Ahmed? Bah, c'est son copain. Bien sûr que je vais la chercher, c'est une gamine. Combien de temps ça va durer? T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Ça t'a servi à quoi? Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard! Let me see on the roof! Let me see! I thank you! Du coup, on est encore dans le propos du terrorisme et de toutes les histoires qu'il peut y avoir autour. Et le film est vraiment génial. Il y a aussi Finnegan Oldfield, qui est un acteur français qui commence à être plutôt bien reconnu. Ce film est vraiment génial. Et pour une fois, François Damiens ne fait pas le con. Et il est très bon aussi. Film d'horreur encore, parce que j'adore les films d'horreur, vous le savez. The Descent. Connu des cinéphiles plus que du grand public, je pense, mais de Neil Marshall qui est cool. Il y en a eu un deuxième qui est pas mal. Le film que je préfère avec Albert Dupontel. Alors, il n'est pas de lui, il est de Jean Becker. 2 jours à tuer. C'est un très 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 bon film. On peut l'essayer? Non, c'est-à-dire que l'assurance ne couvre que le propriétaire, voyez-vous. Dans l'allée, là, juste pour l'écouter. Oui, non. Descendez tout de suite de cette voiture! Pourquoi, il y a un problème? Tire ton cul de là, taré! Il va falloir se calmer, pépère, hein? Ta voiture a de la classe, mais c'est pas la peine de se mettre dans cet état-là. C'est jamais qu'un tas de Ferrari avec un moteur et puis des roues. Oh, hein? C'est vrai, j'ai pas raison. C'est un mec du jour au lendemain qui lâche tout, qui a une vie très bien, il a un très bon job, une belle femme, une super famille. Et il lâche tout du jour au lendemain pour aller retrouver quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, je ne spoil pas, mais
très beau film. C'est un des co-réalisateurs du projet Blair Witch qui a fait Exist, donc c'est sur la légende de Bigfoot. Très peu de budget, encore moins que dans Blair Witch j'ai l'impression. Très peu de budget, qui utilise un peu de nouvelles techniques de caméra parce qu'ils ont des caméras embarquées un peu plus améliorées. What are you doing? I got some GoPros set up. If anything moves up in here, Brian Tober's gonna catch it. It's okay, there's nothing out here. Matt, we're at the cabin! He's pushing us towards the edge! C'est pas un grand film, mais je trouve qu'il y a des très bonnes idées dedans et l'apparition et comment le Bigfoot est mis en scène, je le trouve plutôt cool. Ça pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. A Ghost Story. Tu sais que c'est pas comme ça que ça marche. On est censé prendre la décision ensemble. Tu comprends ce que je dis? Ouais. Dans ce cas, pourquoi je suis la seule à les prendre? Parce qu'on veut pas la même chose. Mais on suit une histoire de fantôme et du côté du fantôme en fait. Comment ça se passe dans un fantôme plutôt classique, on n'est pas dans un film d'horreur, mais s'il y a un esprit dans une maison vivait, comment ça se passerait? Et ce film-là en parle d'une certaine façon. Alors, un des, on va dire, suites remakes, on en parlait dans l'interview tout à l'heure Mathieu, que je trouve plutôt bien réussi, c'est le dernier Halloween, qui a effacé toutes les suites qui a été faites et qui reprend la suite du premier. Et Blumhouse à la production, j'avais un petit peu peur et finalement, je trouve qu'il tient pas mal la route et on retrouve l'esprit qu'avait le premier d'un slasher sans faire des tonnes, sans trop de jumpscares, tout ça. On peut faire des films de zombies français qui sont cool. Il y a La Horde qui est dans un délire un peu américain, mais celui-ci, je l'ai pas vu à la sortie. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil et il arrive. Ça. Y'a quelqu'un? Hey! Tu penses qu'il y a un remède? Mais le film, il est hyper bien en fait. Il est simple, mais il est très bien. Donc La Nuit a dévoré les mondes, moi je vous le conseille de le dévorer. Pour moi, le meilleur film avec Guillaume Canet. Parce que je le trouve génial dans ce film. La prochaine fois, je viserai le cœur. Cédric Angers, je ne sais pas si j'ai vu d'autres films de ce réalisateur français. Génial. Là... Et le tueur? C'est celui qui bute les autostoppeuses. Tu soupçonnes quelqu'un? Non. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire mal. Attendez, tais-toi! moi, je supplie. Crie pas! Ne regarde pas! Pourquoi il tue comme ça? Parce qu'il est fou. Il fait des très bons films, hein, mais en tant qu'acteur, celui-là c'est un de ses meilleurs films je trouve. Un film d'épouvante moderne. Voilà, quand j'ai vu ce film au cinéma, en fait j'étais voir ce film au cinéma, je l'attendais plutôt bien parce que j'avais eu quelques bandes annonces, je ne m'étais pas trop spoilé à ce niveau-là. Où est Sam? Où est Sam? Où est ce petit bonhomme? Ah, tu es là! Tu es là! Sam? Samuel! Et en fait c'est quand tu vas au cinéma, que tu vois un film que tu kiffes, tu kiffes l'ambiance, tu kiffes la photo, tu kiffes tout, et que tu dis tiens à la fin j'aimerais bien qu'il se passe ça. Et bien en fait c'est un des rares films où à la fin j'ai vu ce que j'avais rêvé de vouloir voir. Alors, à l'intérieur, film français d'horreur dans ce qui a été appelé le New French Extremism. C'est parce qu'elle me veut, elle connaît mon nom, elle connaît tous les
cette vague de cinéma d'horreur français, c'était génial. Et ça, c'est un des plus costauds à voir, plus fort que Martyr pour moi. Film d'auteur de Roland Emmerich, excellent, sur si Shakespeare avait été quelqu'un d'inventé par un noble de la cour d'Élisabeth Ier. Quand on a vu ce film-là, on sait que Roland Emmerich est un excellent réalisateur, qu'on ne peut pas dire que ce qu'il fait est mauvais. Bad Taste, le premier long métrage de Peter Jackson, réalisé en 4 ans, avec 3 francs 6 sous. Il avait absolument rien, sinon des idées. Et des idées, il y en a une par plan quasiment. Allô, y a quelqu'un? Hein, tu sais que là, Peter Jackson a vraiment du talent parce qu'il sait comment faire ses films. Caligula avec Michael McDowell et sa suite, Caligula 2. No treachery could equal his evil. No evil was more treacherous. He's mad! Caligula, the emperor who devoured Rome. Moi je connaissais surtout Caligula pour son ambiance sulfureuse, mais aussi pour la scène du mur de la mort. Y a pas à dire, c'est très costaud. En sachant que celui qui meurt dans le mur de la mort s'appelle Macron. Pourquoi pas. Darkman de Sam Raimi. Sam Raimi, c'est un réalisateur américain qui est une sorte de génie. Darkman, c'est quand il n'a pas réussi à avoir les droits d'adaptation d'un de ses comics préférés, ben, il a inventé son propre comics préféré. Crime has a new enemy, and justice has a brand new face. I was afraid that you wouldn't want me anymore. Of course I still want you. The good news is that I know who's behind our little troubles of late. Finish it. Look about you! L'équivalent d'un Bibi et Coyote, mais en sombre et en super-héros. Génial, génial. Les Disney. Bon, ben là j'ai une partie des Disney. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est les classiques. Hein. Dumbo, Bambi. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un film que je peux regarder quasiment en boucle, tellement je le trouve bon. Mais mon préféré reste encore une fois Réponse. Vous n'êtes pas ici par hasard, Flynn Rider. Appelez cela comme vous voudrez. Le sort, le destin. Le cheval. J'ai donc pris la décision de vous faire confiance. Très mauvaise décision. Maintenant, je vous conseille d'écouter ce que je vais vous dire. Vous pouvez toujours tenter de démolir ma tour brique par brique, mais sans mon aide, monsieur, jamais vous ne retrouverez votre précieuse sacoche. Parce que je trouve qu'il y a tout là-dedans. C'est un film tellement bon. Frankenhooker, alors il y avait Brain Damage que je vous ai pas montré, qu'on avait vu sur VHS, donc Frankenhooker c'est un autre film, juste pour dire à quel point j'adore Frank Honenlotter, le réalisateur. Jeffrey's creation is alive. Look for some action? Oh, yeah! Of love and romance. One day! A gripping tale of lust and revenge. C'est quelqu'un qui fait des films tellement barrés, et pourtant avec rien, c'est de la série Z comme il faut la faire, c'est-à-dire bien faite. Hard Candy, donc ça c'est de David Slade. Oui. C'est un film qui c'est le huis clos entre une petite fille retorse et un pédophile. You look older than you are. You certainly act older than you are. It would be insane for me to come over, and 4 out of 5 doctors agree that I am actually insane. You want to call your sister? Maybe later. I just want to get in this car. Can't you stop?
comment est-ce qu'ils vont se battre l'un contre l'autre. C'est génial. J'adore les huis clos, mais alors un huis clos aussi bien foutu, c'est génial. Laissez bronzer les cadavres de Kate et Forzani. J'ai eu un point dans la gueule quand j'ai vu comment ça s'appelle, L'étrange couleur des larmes de ton corps, donc le deuxième film de Kate et Forzani, parce que j'ai pas vu Amer, malheureusement je l'ai raté. Et donc ça c'est leur troisième film, Laissez bronzer les cadavres. Qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont braqué un fourgon blindé. Je leur ai arrangé leur planque ici. Faut dégager. Elles vont attirer les flics ici. Je vous donne une chance d'ouvrir. Sortez les bras en l'air et mettez-vous au milieu de la cour. L'adaptation d'un bouquin considéré comme inadaptable, ben, ils l'ont adapté et ils ont réussi. Et c'est superbe. Je l'ai pas vu, il est bien. Ah, il est génial. Society de Brian Yuzna, je crois que c'est en plus son premier film. C'est l'histoire d'un jeune homme adopté dans une famille et il découvre que sa sœur, qui commence à devenir adulte, et ses parents cachent un terrible secret. God, Phil, what's the matter with you? He thinks his friends are out to get him. Make waves, Whitney. You're gonna drown. People are what they are. Now you have to learn to accept that. He's about to find out the truth. Why are you guys doing this to me, huh? What, you've been living with these people all your life and you didn't know anything about this? Is far worse than he could ever imagine. C'est de la satire sociale américaine avec des monstres. Et ça, c'est super bien fait. C'est dérangeant comme c'est pas possible. Très très bon. Speed Racer, les films des frères Wachowski, enfin des sœurs Wachowski maintenant, après Matrix, malheureusement, sont peu connus. Speed Racer, c'est un de leurs meilleurs, même tout ce qu'ils font est quasiment bon. You know so much, why don't you tell me why I should keep driving? That's for you to figure out. I just hope when you do, that I'm there to see it. Une adaptation d'animé. D'habitude, quand on fait une adaptation de jeu vidéo ou d'animé, c'est de la merde. Et ben, eux, ils font adaptation de jeux vidéo en animé et c'est réussi. Voilà, vous avez vu un petit Téléportation. Bah ouais, on est revenu ici. C'était un Incroyable. plaisir d'aller voir ton chez toi. Ah bah, c'était un plaisir de voir ton chez toi aussi. Voilà, et puis j'espère que cette émission vous a plu puisque ça y est, ça touche à sa fin. J'espère que ce format un peu différent, cette au revoir, on va pas dire adieu, peut-être qu'on reviendra un jour dans une autre format, je ne sais pas, mais en tout cas, on était très contents de faire ces 2 ans et demi avec vous. D'émissions Parler Cinéma, et on adore en parler, on en reparlera encore, donc n'hésitez pas à re-regarder les émissions si ça vous intéresse, à les repartager même. Et puis si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous parler, ça peut être cool de parler cinéma. Vous pouvez aussi nous croiser sur Facebook, nous sommes ouverts à toutes questions. Et au plaisir bien sûr de discussion. Nous on va se remettre dans des projets aussi, oui, de films, des choses comme prévu, comme on vous en a parlé. Donc voilà, donc c'est ici, sur cette terrasse au 7e étage d'un immeuble nantais, qu'on vous dit au revoir et que nous on va s'envoler vers de nouvelles... Donc on remercie tous ceux qui nous ont aidés pour cette dernière émission, bien sûr. On remercie Sébastien pour nous avoir prêté sa terrasse. On remercie tous ceux qui ont répondu à nos questions. Et on remercie tous nos invités, mais les invités c'était avant. Là, on remercie ceux d'aujourd'hui, Mathieu. Oui. Mais on peut encore les remercier, effectivement. Oui. On remercie Coralie et la technique qui nous a suivis sur cette émission. Et en tout cas, on vous dit à bientôt. Vers l'infini et au-delà. Et bien voilà, avec VHS. 3, 2, 1, ciao! VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.